Merci d'accepter de répondre à mes questions pour Belle et Rebelle. Alors, vous êtes une femme de conviction, une femme de courage aussi, ne serait-ce que bien parce que vous me le disiez en off, parce que vous avez reçu des menaces pour le travail que vous effectuez, le combat que vous menez. Est-ce que, d'après vous, vous êtes une rebelle? Ah, est-ce que je suis une rebelle? Oui, je suis une rebelle parce que je lutte contre la bien-pensance, contre le politiquement correct, contre la chape de plomb qu'on trouve actuellement dans les médias, qu'on trouve chez les politiques et qu'on trouve malheureusement aussi dans les associations droits de l'homiste, dans la gauche traditionnelle, donc qui sont effectivement très politiquement corrects. Donc oui, je crois qu'on peut me considérer comme une rebelle. Et c'est quoi une rebelle aujourd'hui? Une rebelle, c'est quelqu'un qui donne des coups de pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre, bien qu'elle soit fermée à double tour. C'est quoi cette porte qui est fermée à double tour? C'est la porte qui est en train d'enfermer la France et les Français. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de prison dorée et cette prison est de plus en plus obscure parce qu'on a fait perdre aux Français leur souveraineté avec Bruxelles, parce qu'on est en train d'exploiter les Français avec la mondialisation financière et qu'on est en train de les obliger à accepter l'islamisation, c'est-à-dire le fait de renoncer à la liberté d'expression, à l'égalité homme-femme, à la laïcité. Donc il y a des choses qui sont fondamentales pour nous. Et donc on y vient, vous faites campagne pour la laïcité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? La laïcité, c'est simplement le fait que le religieux et le politique sont séparés, que la religion est de l'ordre du privé, et qu'on ne doit pas le mélanger dans le public. Ça veut dire qu'on accepte les croyances, qu'on accepte les religions, mais qu'elles ne doivent rester que de l'ordre du choix privé, du choix individuel. Dans le cadre de votre combat, quels sont les objectifs? Les objectifs, ça serait de réussir à convaincre les politiques de mettre un marché en main aux responsables musulmans, à savoir qu'il faudrait qu'ils signent un contrat où ils accepteraient de reconnaître que les lois de la République sont supérieures à celles du Coran et où oui, je sais que c'est très difficile puisqu'ils considèrent qu'il est incréé, que c'est Dieu qui l'a fait, mais c'est la seule solution pour qu'on ait une compatibilité et il faudrait tout simplement qu'ils fassent ce qu'ont fait les Juifs sous Napoléon, c'est-à-dire qu'ils expurgent le Coran des textes incompatibles avec nos lois. Actuellement, le Coran est illicite, il est illégal puisque ces enseignements qui sont dispensés dans toutes les mosquées, lors des prières, sont contradictoires avec la loi française. Et que les pouvoirs publics acceptent ça signifie qu'ils souhaitent que les Français finalement se soumettent, comme les musulmans, islam ça veut dire soumission, se soumettent à une loi divine, ce qui n'a aucun sens. Est-ce que la laïcité c'est un cache-sexe pour autre chose? Pas du tout. La laïcité c'est un des fondements essentiels de la République. La République elle est une, indivisible et laïque. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de République s'il n'y a pas laïcité. C'est une spécificité française qu'on doit à notre héritage gréco-romain, chrétien, etc. Donc on a mis des milliers d'années à la concevoir, donc elle est essentielle. Et la laïcité, elle existe toute seule. Il n'y a pas de laïcité positive, il n'y a pas de laïcité ouverte, il n'y a pas de laïcité. Elle est unique, il n'y a pas d'adjectif. C'est une obsession la laïcité? Oui, parce que c'est le gage de la liberté. Tout simplement, la laïcité, ça veut dire que le religieux ne peut pas être au-dessus des lois. Et ça garantit aussi la liberté de religion, la liberté de croire. Vous avez entendu parler de la campagne qu'a menée Brigitte Bardot contre l'abattage rituel? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle a 100 fois raison. L'abattage rituel est une barbarie. À notre époque, on a tout à fait les moyens de ne pas faire souffrir les animaux pour avoir de la viande et qu'au nom d'une croyance du Moyen-Âge, on puisse laisser agoniser les animaux pendant un quart d'heure pour que la viande soit dite halal, est une monstruosité. Double monstruosité, c'est que vous avez en France 10% de musulmans, mais que vous avez 60% des ovins qui sont tués, qui sont de la viande halal. C'est-à-dire que vous et moi,
quand vous achetez du mouton, vous avez 2 chances sur 3, ou de l'agneau, 2 chances sur 3 de manger de la viande halal, c'est-à-dire de la viande qui a été vidée de son sang et on a fait souffrir un animal pour 40% quand c'est un bovin. Il faut expliquer ça un petit peu mieux, Madame Tassar, parce que je pense que les gens ne comprennent pas exactement ce dont il s'agit. Alors, il se trouve que pour que la viande soit dite halal, il faut que l'animal soit vidé de son sang pendant qu'il est encore vivant. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais pourquoi, moi, il m'arrive de manger 2 fois sur 3 du mouton qui est halal? Alors, et il se trouve que dans les abattoirs, il y a une pratique on va dire qui se multiplie, c'est qu'on considère qu'il est beaucoup plus facile de tuer les animaux de la même façon, donc selon le rite musulman, que de faire une partie halal, une partie non halal. Et donc tout ce qui n'est pas estampillé halal, réservé entre guillemets aux musulmans, va devenir le surplus vendu dans les supermarchés, vendu aux bouchers, parce que certains bouchers n'ont même pas le choix, parce que les abattoirs où ils se procurent la viande sont des abattoirs qui tuent systématiquement selon le rite halal. Vous voulez dire que je mange de la viande halal à mon insu? Absolument, c'est sûr. C'est absolument sûr. Puisque la quantité de viande tuée selon le rite halal dépasse très très largement le nombre de musulmans. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas envie de manger de la viande halal, en plus en l'ignorant. Alors, je crois qu'il y a une belle lutte à faire. Premier point, c'est demander aux députés, au pouvoir public, que cette viande non halal soit estampillée. C'est-à-dire qu'on demande un étiquetage. Non, mais qu'on demande, nous, qu'on ait bien un estampillage qui nous prouve que l'animal a été étourdi. Une petite commission européenne vient de voter une ébauche de loi pour que dans 5 ans, on ait le mode d'étourdissement ou de non-étourdissement qui soit affiché sur les animaux. Mais dans 5 ans, toute la viande sera devenue halal. C'est-à-dire que même si c'est affiché, on n'aura plus le choix. Donc c'est maintenant qu'il faut lutter. Donc il faut protester et je crois qu'il y a une solution très simple, il faut boycotter. Et moi j'appelle tous les Français à faire ce que je fais depuis des mois, c'est-à-dire à ne manger que du porc et du poisson, pour être sûr de ne pas manger halal. Et on est quand même suffisamment nombreux pour que si on a vraiment ce sursaut, on puisse imposer ce que l'on demande. Et demander, il faut harceler les bouchers partout. Quelle est la provenance de votre viande? Comment est-ce que l'animal a été tué? Il faut sans arrêt maintenant poser la question. Vous achetez une pizza, est-ce que la viande est halal? Si elle est halal, vous ne la prenez pas. Il faut vraiment systématiquement qu'on ait un sursaut citoyen. On va changer un petit peu de sujet. Vous avez des modèles féminins? Des modèles féminins. Olympe de Gouges, hein, l'auteur de la Déclaration des droits de la femme en 1789. C'est un petit peu cliché ça, non? Ah, cliché, elle y a perdu la tête. Drôle de cliché quand même. Non, mais de choisir cette femme-là. Écoutez, moi je suis une héritière des Lumières. Je trouve que la Révolution de 1789, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe. C'est quelque chose de fondamental et qui est une femme qui a eu le courage de s'opposer au machisme ambiant, aux traditions, on va dire, très inégalitaires pour les femmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez aussi des gens comme Louise Michel, qui sont des femmes remarquables. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Simone de Beauvoir, qui a joué un rôle énorme dans l'émancipation. Est-ce que le fait d'être une femme, ça vous a servi ou est-ce que ça vous a desservi dans votre combat? Est-ce que ça vous sert, ça vous dessert aujourd'hui? Je ne vois pas la différence. Je crois que je serais un homme, ça serait pareil. Je pense que le fait que je sois une femme fait que je reçois plus de menaces que le fait que je sois un homme, parce que dans l'idéologie musulmane, une femme, elle est impure, elle a le droit que de se cacher sous une burqa ou un voile, et que ça les rend encore plus enragés, je pense, de voir une femme qui s'oppose à eux. Mais ça ne change rien pour moi et ça ne m'a jamais posé de problème. Les menaces dont vous parlez, ce sont des menaces qui sont portées à votre rencontre de la part de musulmans, ou alors est-ce que d'autres personnes d'autres obédiences se livrent aussi à des menaces à votre égard? Alors, les menaces que j'ai eues étaient bien sûr anonymes, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Je pense que j'en ai eu de l'extrême gauche eu égard au vocabulaire utilisé, et de musulmans, effectivement, puisqu'on parle de fatwa. Quel regard portez-vous sur les jeunes femmes d'aujourd'hui?
Les jeunes femmes d'aujourd'hui, je trouve qu'elles sont merveilleuses, mais merveilleusement inconscientes de ne pas se révolter contre tous ces voiles qui passent, contre ce qu'on veut leur imposer, l'absence de liberté d'expression, etc. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui ont cette crainte, plus ou moins consciente, d'un jour devoir porter le voile? Je crois que la majorité ne se rend pas compte du danger. Sauf celles qui actuellement sont dans les cités ou dans les zones très islamisées, qui sont agressées, traitées de putes, il faut le dire, c'est quand même le quotidien, dès qu'elles sont en jupe, dès qu'elles sont décolletées. Ça, c'est leur quotidien, qu'elles soient musulmanes ou pas. Donc on sait que plus on acceptera cette islamisation, plus on acceptera le voile, plus ça sera infernal et impossible pour les femmes de ne pas le porter. Vous fréquentez des jeunes femmes dans votre entourage? Des jeunes femmes, oui. Oui. Mais pas... Vous en avez dans votre entourage? Oui, vous en voyez beaucoup? Beaucoup, oui, bien sûr. Dans mon association, dans ma famille, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un très très rapide bilan du féminisme? Et est-ce que vous pouvez me dire si d'après vous la condition féminine est pire ou mieux qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire à l'aube du combat féministe? La condition féminine, moi je vais dire, je suis heureuse d'être une femme de mon époque, parce que vivre dans la deuxième moitié du XXe siècle et la première moitié du XXIe siècle, c'est quand même génial, parce que pour rien au monde, je n'aurais voulu aller laver au lavoir, comme j'ai vu ma mère le faire quand j'étais enfant. C'est qu'une question de lessive? Pas seulement, mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de drôlement important. C'est-à-dire la femme cantonnée à la maison, à toutes les tâches ménagères qui subit ça. C'est quelque chose de fondamental. Le ménage, mais je ne suis pas la seule à le faire. La différence, elle est là. C'est-à-dire que ça n'est pas typiquement féminin. Il faut le faire, mais ce n'est pas spécialement parce que je suis une femme que je le fais. Et ça, c'est important. Donc, c'était la caricature sur on a quelque chose. Et puis, bon, alors, j'ai commencé par le lavoir, mais je voulais continuer quand même par ce choix extraordinaire de la contraception. C'est la liberté de la femme, et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, tant qu'on n'aura pas effectivement des lois, la charia, des lois musulmanes qui nous seront imposées, ce qui risque d'arriver. Mais que la femme ait le droit de la contraception, ne puisse avoir des enfants que si elle le veut, c'est une avancée absolument extraordinaire. Le fait qu'elle ait le droit de divorcer, de se marier, d'avoir son carnet de chèques, d'avoir de l'égalité, c'est extraordinaire. Vous auriez un message à donner aux jeunes femmes qui nous regarderaient? Message aux jeunes femmes, oui, révoltez-vous contre ces voiles qui passent sous vos yeux. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Elles vont pas sauter sur ces pauvres femmes et leur arracher leur voile, si? Pauvres femmes, ce ne sont pas des pauvres femmes, je pense que ce sont des militantes d'une idéologie fasciste, totalitaire, qui veut imposer une vision de la femme qu'on ne peut pas accepter. Et donc je pense qu'il faut discuter, dire qu'on n'est pas d'accord. Ça peut être tout simplement claquer, faire un petit truc comme ça, simplement, quand on passe à côté pour marquer sa réprobation. Ça peut être siffloter, ça peut être Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous passez à côté? Moi, je me défoule, c'est comme ça, voilà. Où je dis, mais quelle horreur, voilà. Je dis, mais comment peut-on accepter ça? Voilà, et je crois que qu'elles sont soumises, ces femmes qui portent le voile? Non. Elles sont forcément soumises dans la mesure où elles acceptent, où elles revendiquent d'avoir une marque qui dit que parce qu'elles sont femmes, elles doivent se cacher, elles doivent cacher leurs cheveux. Une dernière question, Christine Tassin. Comment être rebelle et comment le rester, d'après vous? En ne se laissant pas endormir par le confort de vie ou par les soucis, parce que la vie n'est pas toujours facile, parce qu'on court, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a les soucis d'argent, mais se dire que tout ça c'est anecdotique malgré tout, que l'essentiel est ailleurs. Et l'essentiel, c'est de se dire au moment où on va mourir, qu'est-ce que j'ai fait pour laisser à mes enfants un monde meilleur? Si on répond je n'ai rien fait, je n'ai fait que chercher à accumuler de l'argent pour avoir un beau tombeau, on n'est pas un rebelle. Un dernier mot pour Belle et Rebelle? Pour Belle et Rebelle, bonne chance à votre site. Je trouve que c'était une excellente idée. Merci Christine Tassin, à bientôt. À bientôt.